Bonjour à toutes et à tous. Allez, pensez-y. La grippe, un bon gros rhume, la varicelle, on est tous passés par là. On se sent à plat, on a de la fièvre, mais au fond, on ne sait pas toujours ce qui nous arrive vraiment. C'est un peu comme si un ennemi, invisible, nous attaquait. Eh bien aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective et on part mener l'enquête pour démasquer ces fameux responsables de nos maladies. Voilà la question centrale, celle qui va guider toute notre exploration. Qu'est-ce qui, très concrètement, fait qu'on tombe malade? Est-ce que c'est juste le froid, la fatigue, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça, quelque chose qu'on ne verrait pas à l'œil nu? C'est le point de départ de notre investigation. Et comme dans toute bonne enquête, on va procéder par étapes. D'abord, on va faire un petit voyage dans le temps, à la rencontre des premiers chasseurs de microbes. Ensuite, on va mettre un nom et un visage sur les coupables. Puis, on analysera leur stratégie pour se propager. On verra comment on organise la défense. Et enfin, on se projettera un peu dans l'avenir. Alors, c'est parti. Allez, on remonte le temps. Pendant des siècles et des siècles, l'origine des maladies, c'était un mystère complet. On parlait de punitions divines, de mauvais air, les miasmes qui empoisonnaient les villes. Et puis, au XIXe siècle, tout a basculé. Des scientifiques, de vrais pionniers, ont eu une idée de génie. Et si le coupable était un être vivant, mais microscopique? Et là, on arrive à l'un des plus grands de ces chasseurs de microbes, Louis Pasteur. Regardez bien cette phrase. Pasteur ne fait pas que supposer. Non, il prouve. Il arrive à isoler ce qu'il nomme un microbe spécial. Il le fait grandir en culture et quand il l'injecte à un porc qui est en pleine santé, eh bien l'animal tombe malade. C'est une véritable révolution. C'est la première fois qu'on a la preuve formelle, qu'un organisme invisible peut être la cause directe d'une maladie. Grâce à ces travaux, comme ceux de Pasteur, on a enfin pu mettre un nom sur cet ennemi. Le terme scientifique, c'est agent pathogène. C'est un mot super important. En grec, pathos, ça veut dire la souffrance, la maladie, et gène, ça veut dire qui engendre. Donc un pathogène, littéralement, c'est un générateur de maladies. Et vous allez voir, ils ne se ressemblent pas tous, il y a plusieurs grandes familles. Bon, maintenant qu'on sait qu'ils existent, il est temps de les identifier. Qui sont-ils exactement, ces fameux agents pathogènes? Allez, on organise une petite parade d'identification, un tapissage comme dans les films policiers, pour voir à quoi ressemblent nos principaux suspects. Alors voilà les trois grandes familles de coupables. On a d'abord les plus petits, les plus simples, les virus. Eux, ce sont de vrais pirates de nos cellules. Ils sont incapables de se reproduire tout seuls, ils ont absolument besoin d'entrer dans nos cellules pour les forcer à fabriquer de nouveaux virus. Ensuite, il y a les bactéries, comme celle du rouget du porc de Pasteur, et enfin les eucaryotes. Eux, ce sont des organismes plus complexes qui ont un vrai noyau, un peu comme nos propres cellules. C'est le cas du parasite qui donne le paludisme. Bref, on a affaire à une sacrée diversité de criminels. Ok, les suspects sont identifiés. Mais la grande question maintenant, c'est: comment font-ils pour passer d'une personne à l'autre et déclencher des épidémies? C'est absolument crucial de comprendre ça. Si on comprend leur mode de propagation, alors on a une chance de les arrêter. En gros, les pathogènes ont deux stratégies principales pour se déplacer. Soit c'est le corps à corps, ils passent directement d'un individu à l'autre, ça c'est la transmission directe. Soit ils utilisent un complice, un autre organisme qui leur sert de taxi, de transporteur, et ça c'est la transmission par vecteur. On va regarder ces deux stratégies de plus près avec des cas concrets. Commençons par la transmission directe avec un exemple que tout le monde connaît malheureusement, le VIH, qui est le virus responsable du sida. Regardez ce chiffre. 36 900 000. C'est énorme. C'était le nombre de personnes qui vivaient avec le VIH dans le monde en 2017. Ça vous donne une idée de l'ampleur que peut prendre une épidémie qui se propage sans aucun intermédiaire, juste de personne à personne. Alors, le point clé à retenir ici, c'est que le VIH est un spécialiste de l'attaque de nos défenses. Il s'en prend directement aux cellules de notre système immunitaire. Et pour se propager, il est totalement dépendant des contacts entre les individus. Il n'y a pas d'insecte, pas d'animal qu'il transporte. C'est la définition même de la transmission directe. Allez, on change complètement de stratégie maintenant, on passe à celle utilisée par le pathogène qui cause le paludisme, qu'on appelle aussi la malaria. Pour bien comprendre le paludisme, il faut d'abord maîtriser ce mot, vecteur. Le vecteur, c'est tout simplement le livreur, le taxi du pathogène. Dans le cas du palu, le vecteur, c'est un moustique bien précis, le moustique Anophèle. Sans lui, impossible pour le pathogène de voyager d'une personne à l'autre. Et cette stratégie du complice, elle est redoutablement efficace. 212 millions, c'est le nombre de cas de paludisme dans le monde. C'est bien la preuve qu'un pathogène qui s'associe au bon vecteur, ça peut faire des ravages à l'échelle de la planète entière. Regardons ce cycle d'un peu plus près. C'est fascinant. Le pathogène, ce fameux plasmodium, a en fait une double vie. Pour survivre et se propager, il doit obligatoirement passer par deux maisons, deux hôtes différents, l'humain et le moustique.
Le moustique n'est donc pas qu'un simple taxi, non, il est une étape indispensable dans le cycle de vie du parasite. Si on supprime le vecteur, on casse le cycle et il n'y a plus de maladie. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, qui sont ces pathogènes et comment ils voyagent, on va voir comment on riposte. Comment l'humanité s'organise pour combattre ces épidémies. Eh bien ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle la santé publique. La lutte, c'est avant tout un travail d'équipe, qui se joue à plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'échelle individuelle. Un geste aussi simple que de bien se laver les mains, ça peut suffire à briser une chaîne de transmission. Ensuite, il y a à l'échelle collective, avec par exemple les campagnes de vaccination qui protègent tout un groupe. La médecine aussi a son rôle à jouer en amont avec des traitements préventifs qu'on appelle prophylactiques. Et enfin, parfois, il faut des mesures gouvernementales, plus drastiques, comme interdire des rassemblements ou fermer les frontières, comme on l'a vu pendant l'épidémie d'Ebola. Mais dans tous les cas, l'arme la plus puissante reste l'information du public. Notre enquête touche à sa fin, mais la lutte, elle, est loin d'être terminée. Pour conclure, tournons-nous vers l'avenir et les nouveaux défis qui nous attendent dans notre cohabitation avec ces ennemis invisibles. Alors, si on résume notre enquête, on a bien répondu à notre question de départ. L'origine de beaucoup de nos maladies, ce sont des agents pathogènes. On a vu qu'ils sont très divers, virus, bactéries, eucaryotes, et qu'ils ont des modes de transmission bien à eux, soit directs, soit via un vecteur. Mais surtout, on a vu qu'on n'est pas démunis et qu'on a tout un arsenal de stratégies pour limiter leur propagation. Et je vais vous laisser avec une dernière question. Une question pour l'avenir. On a beaucoup parlé du paludisme et de son vecteur, le moustique Anophèle. Ce moustique, il adore la chaleur et l'humidité. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer si les températures globales continuent d'augmenter ? Jusqu'où ce moustique, et donc la maladie qu'il transporte, pourrait-il étendre leur territoire ? C'est l'un des plus grands défis de santé publique qui est directement lié au changement climatique. Voilà de quoi réfléchir.